Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Kill the Dragon. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On retrouve Lee et son équipe devant le chef instructeur de deuxième année. Il s'agit de l'instructeur Grossman. En effet, Lee, le chef d'équipe, José Bastia, Knut Meyer, les membres d'équipe et Kuro qui lui a un problème. Grossman est étonné de le voir dans cet état, mais Kuro dit avoir dégringolé dans les escaliers. Grossman en est étonné, il croit pas à son histoire mais lui dit quand même de faire attention. Grossman dit à l'équipe 13 qu'ils bénéficieront d'un délai de grâce durant 3 semaines. Ces 3 semaines seront un entraînement pour participer à la compétition. S'ils sont notifiés comme illégitimes par Grossman, ils ne pourront pas participer à la compétition. Lee comprend bien qu'il faut prendre le match qu'ils vont jouer au sérieux. Ils vont affronter l'équipe la plus compétente en tir dans un affrontement au Airsoft. Il s'agit de l'équipe 9. Du côté de l'équipe 13, Knut enlève son casque car il étouffe. Il se fait tout de suite réprimander par Lee. Ne voulant prendre aucun risque de perdre un membre de son équipe, Lee fait comprendre à Knut de prendre le match au sérieux. Il donne ensuite le nom de l'opération qui est le bunker mobile à son équipe. Ces derniers ne comprennent pas pourquoi ce nom, mais Lee vient juste de le choisir. Ils sont dans une base dans la forêt, de l'autre côté en phase 2, il y a l'équipe 9. L'équipe 9 se tient prête et compte en finir rapidement, mais l'équipe 13 ne compte pas se laisser faire. Le match commence, tout le monde est du côté de l'équipe 9 traitant l'équipe 13 de traître. Dimitri et Simon sont là aussi, ils ont hâte de voir comment Lee va se débrouiller. L'équipe 9 commence à bouger, ils constatent que l'équipe 13 est restée au point de départ. Ils décident donc d'y aller, mais Knut lui n'est pas à la base, il est parti comme éclaireur. Il fait son rapport aux autres membres et compte les rejoindre. L'équipe 9 se rapproche de lui et Lee et les autres ne sont pas très loin non plus. Lee constate que l'équipe adverse se déplace trop vite car ils ne vont pas laisser l'équipe adverse le temps de se reposer. En effet, l'équipe 13 prépare un plan qui leur a demandé beaucoup d'énergie. Lee espère que Knut n'essaie pas de le rejoindre car il se mettrait à découvert. Et en effet, c'est ce que Knut a fait. Il reçoit un électrochoc à la jambe qui le fait souffrir. Il se fait donc repérer par l'ennemi. Il court donc pour l'éliminer. Sous la douleur, Knut essaye de se défendre mais tire n'importe comment. Il veut au moins en éliminer un, mais il ne touche personne. Il tombe au sol et se fait ensuite tirer dessus, mais il arrive à se mettre à couvert. Il voulait rejoindre les autres mais décide de rester pour gagner du temps ici car il ne ferait que gêner. L'équipe 9 ne comprend pas pourquoi il est seul car ils ne sont que 4. Ils n'ont donc pas besoin d'un éclaireur, mais il reste confiant. Pour en être sûr, le chef décide quand même d'aller vérifier. L'équipe 13 continue leur plan. Grâce à Knut, ils ont gagné du temps et ils décident donc de commencer. Lee comprend que Knut est décidé de rester pour gagner du temps car il est blessé. Kuro et José sont contents car ils ont abattu un arbre avec la télékinésie et la pyrokinésie. Ils étaient donc fatigués et vulnérables. Maintenant, c'est à eux d'attaquer. Ils utilisent l'arbre qu'ils ont coupé comme bouclier. Dimitri et Simon comprennent tout de suite que c'est grâce à Kuro. Ils se remarquent ensuite. De son côté, Knut continue de faire diversion, mais rapidement, il se retrouve sans balles. Il se retrouve donc vulnérable face à l'ennemi. Knut est donc éliminé, mais grâce à lui, la stratégie de Lee a plus de chances de marcher, même si sa stratégie a un point faible, mais Lee le sait. En effet, celui-ci avance vers l'équipe adverse qui ne comprend pas ce qui se passe. Le chef de l'équipe 9 a sélectionné ses membres par rapport à leurs compétences de tir. Aucun n'est capable d'utiliser de l'énergie psychique. Lee est donc inarrêtable. Il commence donc à attaquer l'équipe 9 qui ne peut pas se cacher. Il décide donc de jouer sur le temps pour que Kuro s'épuise. Lee n'est pas bête, il connaît le point faible de sa stratégie, c'est pour ça qu'il l'a mise en place pour se rapprocher de l'ennemi. Il veut que l'équipe 9 soit à la portée de José. Celui-ci enflamme les alentours avec la fumée produite. Il asphyxie l'équipe 9. Une fois fait, ils n'ont qu'à attendre qu'ils sortent pour les abattre. Et en effet, ces derniers commencent à sortir et commencent à se faire abattre les uns après les autres. Deux restent dans la fumée, l'un panique, mais l'autre le calme car l'équipe 13 ne les voit pas non plus, mais c'est sans compter sur Kuro. En effet, celui-ci fait rentrer 2 pierres grâce à ses pouvoirs. Il touche donc les ennemis avec Lee en commandant, ils sont inarrêtables. Avec l'ouverture de Kuro, Lee peut donc abattre les derniers membres. L'équipe 13 a donc gagné contre l'équipe 9. Dimitri est content et Simon est impressionné. L'équipe 13 est fatiguée mais sont fiers d'eux, ils sont complémentaires et inarrêtables. À travers l'écran, une personne a assisté au match. Il s'agit de Grossman qui est impressionné par Lee. 4 personnes se retrouvent ensuite pour trinquer. En effet, ils ont reçu
reçu un repas spécial offert car ils ont gagné. En effet, il s'agit de l'équipe 13 qui fête leur victoire. Comme repas, ils ont plein de différents plats et de viande. Avec Lee comme chef, ils ne pouvaient que gagner. Mais ils ont gagné aussi parce que l'équipe a fait confiance à Lee et l'a écouté sans poser de problème. Kuro félicite Lee car il a fait la moitié du travail. Lee a réussi à deviner la tactique des autres car ils étaient forts. En effet, l'équipe 9 a foncé dans le tas. Kanut félicite Lee d'avoir réussi à deviner la stratégie de l'équipe ennemie. Il a ensuite des douleurs qui lui reviennent dues aux balles qu'il a reçues. Mais Kanut refuse d'aller se reposer car le dîner est trop bon. Au loin, dans un bureau, il y a Grossman. Celui-ci est déçu de l'équipe 9 car il les a mis avec l'équipe 13 pensant qu'ils allaient gagner. Il veut donc mettre l'équipe 13 à terre pour les affaiblir. Il pense donc à l'équipe 7. En effet, l'équipe 7 fera tout pour gagner contre l'équipe 13. Mais ils peuvent aussi perdre. Grossman veut donc faire en sorte qu'ils ne perdent pas. Lee de son côté a du mal à dormir. Avant, c'était la peur de se faire expulser qui l'empêchait de dormir. Maintenant, il a les meilleurs dans son équipe, mais ça l'inquiète toujours. Mais il reste déterminé à écraser n'importe quel ennemi. Le lendemain, l'équipe 13 se trouve face à l'équipe 1. Ils vont s'affronter dans un combat d'élimination du chef. L'équipe 1 a une tactique pour gagner. Il se méfie de Kuro et José qui font partie des meilleurs de deuxième année. Le chef prend donc un de ses membres pour s'occuper de Kuro et de José. Même s'ils connaissent pas le niveau des autres déconcentrés, José et Kuro pourra toujours aider. Dans l'équipe 1, c'est le second qui prendra le rôle de capitaine. Il est le plus fort physiquement de Arc. Dimitri est avec Simon et se rend compte que l'instructeur s'acharne sur l'équipe 13. Le match qu'ils vont faire consiste à battre le capitaine de l'équipe adverse. Celui-ci porte un bandeau. L'équipe 1 se lance menée par le capitaine surnommé le char d'assaut. Dimitri est excité et se demande comment Lee va s'en sortir. Simon lui veut juste qu'il se taise. Un des membres de l'équipe 1 s'est rapproché de l'équipe 13 et quelque chose l'étonne. En effet, le capitaine de l'équipe 13 est Kuro, soutenu par José et Kanut. Lee n'est pas présent. Kuro n'est pas serein d'endosser ce rôle, mais José et Kanut le rassurent, ils le protégeront quoi qu'il arrive. Le chef de l'équipe 1 décide de continuer comme prévu car il a confiance en sa stratégie. L'équipe 1 charge donc à toute vitesse. Lee les observe, il est perché sur un arbre au-dessus d'eux et attend qu'ils se rapprochent. Kanut et José se tiennent prêts à recevoir les adversaires. Le chef de l'équipe 1 attaque avec un autre membre. Kanut et José répondent à leur attaque. José utilise son feu contre son adversaire. Celui-ci attaque avec sa lance, mais José réussit à esquiver. Kanut, lui, est en difficulté face au capitaine. Lee les observe d'en haut. Il se prépare à agir en lançant un regard à Kuro. Celui-ci lui répond en le regardant et sait que c'est maintenant. Lee se lance donc dans le vide, montrant sa totale confiance à Kuro. Le capitaine de l'équipe 1, lui, se rapproche de José et Kanut. Ces derniers sont impressionnés face au char d'assaut de l'équipe 1. Il les attrape tous les deux en même temps. Le chef et l'autre peuvent donc agir, mais Lee se rapproche d'eux. En effet, il est toujours au-dessus d'eux et se rapproche de plus en plus. L'équipe 1 attaque Kuro pensant qu'ils vont gagner, mais celui-ci ne les regarde pas. Il se concentre sur Lee. Le chef de l'équipe 1 le remarque et entend ensuite quelque chose tomber derrière lui. Il se retourne et Kuro continue d'utiliser ses pouvoirs pour éviter le max de dégâts à Lee. Une grosse fumée de poussière s'élève. Kuro s'arrête enfin et il est fatigué car il a utilisé beaucoup d'énergie. Lee a assommé le capitaine de l'équipe 1. José et Kanut sont choqués. Lee a réussi sa tactique grâce à Kuro et les autres. En effet, il a pris le bandeau du capitaine de l'équipe 1. Les autres élèves sont choqués, ils en perdent les mots. Ils débattent ensuite entre eux et finissent par tous aimer Lee et son équipe. En effet, les mêmes élèves qui crient leur amour à Lee et son équipe sont les mêmes qui l'ont insulté au début. En effet, Lee a imposé le respect. Tout le monde se demande qui il est et apprennent qu'il était dans l'équipe 7. Il commence donc à insulter le chef de l'équipe 7 qui n'a pas vu le potentiel de Lee. Kato est juste derrière eux et les critiques l'énervent plus que tout. Un jour avant le match de l'équipe 13, Lee saute dans le vide et Kuro le réceptionne. En effet, il fait ralentir Lee avant qu'il ne touche le sol. Ils se sont entraînés plusieurs fois pour que le jour du match tout se passe bien. Kuro demande à Lee s'il n'a pas peur de tomber, mais celui-ci se cassera tout au plus un nez durant l'entraînement, mais il risque sa vie le jour du match. En effet, il est difficile de contrôler une personne avec la télékinésie, sinon tous les psychers seraient capables de voler.
brûler. Kuro doit donc contrôler la vitesse de Lee afin que ni lui ni l'adversaire ne meurent. Après cela, Kuro demande à Lee de l'excuser car il a fait une erreur. En effet, Lee s'est cassé un bras durant la chute. Canute aussi le rassure car sans lui, il n'aurait pas battu le plus fort de l'équipe adverse. L'équipe pense qu'ils n'auront pas de match jusqu'à ce que Lee soit guéri, mais soudain, ils reçoivent une notification sur leur montre. Ils vont avoir un match contre l'équipe 7. Kato, énervé, se dirige vers l'un des bureaux des instructeurs. Il va voir Grossman, celui-ci ne s'attendait pas à le voir. Kato est mécontent pour le match contre l'équipe 7. En effet, il ne veut pas se battre contre une équipe avec un chef blessé. De leur côté, l'équipe 13 n'est pas d'accord car Lee est blessé. José pousse donc les autres à se plaindre. Grossman de son côté convainc Kato. En effet, il est sûr de gagner. Kato ne veut pas se battre contre une personne blessée, mais Grossman ne veut pas changer d'avis. Kato part ensuite même s'il n'est pas d'accord. Lee de son côté encourage son équipe car tout ce qu'ils ont à faire est de gagner. Pour l'instant, il ne sait pas comment, mais il trouvera un moyen pour gagner. Il se fait interrompre ensuite. Il s'agit de Kato qui le provoque car Lee a un bras cassé. Mais pour Lee, ce n'est pas un problème car il lui reste la main droite pour gagner. Kato ne supporte pas l'assurance de Lee et essaye de le démotiver, mais Lee lui dit qu'il lui prépare une surprise. Kato s'énerve et menace Kuro et Lee de les tuer, mais Lee lui coupe la parole. Il s'énerve à son tour et lui dit de ne pas menacer de tuer quelqu'un s'il ne l'a jamais fait. Impressionné, Kato part en continuant de faire le malin. Lee dit ensuite à son équipe d'aller au gymnase pour se préparer. Au gymnase, Lee s'entraîne à contrôler un airbeat. Mais il n'y arrive pas, contrairement aux autres. Quand Lee est en pleine forme, il peut contrôler 2 airbeats à la fois, mais là, il a du mal à en contrôler un. José aussi est en difficulté. En effet, il essaye de contrôler un airbeat et utiliser la pyrokinésie en même temps. Il est possible de compter sur Kuro comme avec l'équipe 7, mais Lee ne veut pas refaire la même erreur. L'équipe 7, eux, même sans supporters, ont une bonne cohésion d'équipe, ce qui les rend redoutables. Si Lee lance une attaque frontale, ils perdront. José l'appelle car il a un problème. En effet, il s'entraîne avec la pyrokinésie, mais son pouvoir n'est pas efficace car il n'a rien à brûler. En plus, lors du match avec la vitesse, il aura du mal à toucher l'ennemi. Au loin, Kato et son second sont rassurés en les voyant galérer. Lee et Kato sont en compétition même hors du combat. Le jour du combat est arrivé, tout le monde est étonné de voir Lee combattre alors qu'il est blessé. Dimitri est là aussi, il voit à quel point Grossman veut la défaite de l'équipe 13. Simon est là aussi et semble étonné. En effet, Dimitri est juste derrière lui. Simon lui a dit de ne pas se mettre à côté de lui, donc il est derrière. Simon constate que Grossman essaie de maintenir le taux de victoire de toutes les équipes autour de 50%. Il se demande donc comment Lee va faire pour s'en sortir. L'équipe 7 est prête à combattre, face à eux l'équipe 13. Kato veut écraser Lee et son équipe car il jalouse leur victoire. Mais Lee et son équipe sont plus que prêts, ils vont tout donner. Lee compte cette fois sur José car c'est lui la pièce maîtresse de la stratégie. Le match est lancé, les airbeats de chaque équipe vont entrer. L'équipe 7 ont leur airbeats comme d'habitude avec le même nombre, mais les spectateurs sont choqués, ils assistent à quelque chose d'inédit. Kato aussi est sans voix, l'équipe 13 a plus que le nombre normal d'airbeats. En effet, ils en ont 16. Kato est perdu, il ne comprend pas comment c'est possible, il essaie de comprendre en vain. Lee le voit et le provoque lui disant qu'ils vont l'aider à comprendre ce qui se passe. En effet, l'équipe 13 va utiliser 16 airbeats. Les membres de l'équipe d'en face commencent à avoir peur, mais Kato leur dit de se calmer. Ils doivent rester calmes afin de suivre le plan mis en place. L'équipe 13 se prépare à lancer l'assaut. Lee a continué à développer sa télékinésie jusqu'à maintenant. Sa télékinésie est toujours plus faible que la moyenne, mais désormais il peut concentrer cette force sur un point précis. Grâce à ça, Lee peut lancer des objets à une vitesse beaucoup plus élevée qu'en les contrôlant par télékinésie. Ainsi, il lance donc un airbeat vers l'équipe adverse. Celui-ci part à toute vitesse et atteint l'équipe 7 avant même qu'ils s'en rendent compte. Les membres de l'équipe 7 sont surpris par la rapidité du airbeat. Tout ce qu'ils peuvent faire est d'esquiver puisque l'airbeat est lancé en ligne droite. On revient un peu en avant quand José a parlé du problème avec les airs et le manque d'objets à brûler. Lee a trouvé la solution à ce problème. Ainsi, José se prépare, il concentre beaucoup de force dans son attaque et fait brûler le airbeat qui se trouve au milieu de l'équipe 7. Une grosse explosion s'ensuit. Dimitri et Simon sont choqués de la tactique de Lee. Les autres élèves parlent du coup d'un airbeat et se demandent si Lee peut faire exploser plusieurs airbeats.
mais au final ils s'en foutent et soutiennent l'équipe 13. Lee prépare le nouvel Airbeat et José se prépare à brûler. Il le lance et José le brûle par la suite. Le Airbeat explose comme le précédent. L'explosion fait tomber 2 membres de l'équipe 7. Paniqué, Kato dit à son second de bloquer les Airbeats qui viennent, mais lui aussi sera pris dans l'explosion et tombera. Une personne court vers les spectateurs à toute vitesse. Il s'agit de Grossman qui veut arrêter le match. Il crie en même temps que Kato le nom de Lee qui est pour eux deux la source de leurs problèmes. Grossman se trouve ensuite dans son bureau énervé, il fixe une personne fermement. Il s'agit de Lee qui préférait quand le sergent Red l'engueulait plutôt que Grossman qui le fixe sans rien dire depuis une dizaine de minutes. Il commence ensuite par parler et demande à Lee s'il connaît le coût d'un Airbeat. Lee ne sait pas mais suppose que ça coûte cher. Et en effet, s'il n'était pas à Ark, Lee ne pourrait pas les rembourser même s'il travaillait toute sa vie. Mais Lee pensait que Grossman voulait le voir à cause de sa tactique. Grossman avoue que l'équipe 13 ne transgressait aucun règlement, mais sa tactique est controversée. Certains autres instructeurs apprécieraient le génie de Lee, mais pas Grossman. Il veut donc que Lee le prévienne la prochaine fois où il voudra faire une tactique similaire. À son tour, Lee veut poser une question à Grossman. Il commence à parler comme son père adoptif, c'est-à-dire le sergent Red, et demande est-ce que lors d'une guerre cela poserait problème, car au final ils doivent gagner à tout prix, peu importe les moyens. N'est-ce donc pas le but des entraînements? Grossman en est étonné car il ne peut pas répondre à cette question. Il prend donc le ton de l'humour, disant à Lee qu'il parle comme une personne qu'il connaît. Il félicite ensuite l'attitude de Lee et dit avoir hâte de voir ses prochains matchs. Ainsi, la conversation se termine, Lee peut partir. En sortant, il croise Kato devant la porte. Celui-ci n'est pas content de voir Lee. Il reprend son match. Il a couru vers Lee avec colère sur son Airbeat. Lee lui a lancé un Airbeat pour l'arrêter, mais Kato n'a pas fléchi. Et d'un coup de lance, il a fait exploser l'Airbeat. Mais Lee a utilisé cet Airbeat pour faire diversion pour se rapprocher de Kato. Il lui a donc sauté dessus et l'a fait tomber avec lui. Ainsi, ils ont gagné. Kato a pris un coup à son ego et dit à Lee que personne ne le voit comme une personne incroyable après ce qu'il a fait. Mais Lee s'en fout, il lui demande si c'est tout ce qu'il voulait lui dire, mais Kato lui dit qu'il l'a croisé par hasard, il ne voulait pas lui parler. Il part ensuite disant à Lee de ne pas perdre jusqu'à ce qu'il s'affronte à nouveau, assurant qu'il gagnera la prochaine fois. Lee rentre ensuite voir son équipe pour se régaler encore une fois. Même avec un bras cassé, il arrive à gagner ses matchs. José regarde sa montre s'attendant à quelque chose, Kuro ne comprend pas et José reçoit son fameux message. Les autres le reçoivent aussi et en effet, encore une fois, ils ont eu un nouveau match. Grossman ne les lâche pas. Leur match se déroulera dans une semaine contre l'équipe 5 avec Dimitri comme chef. Celui-ci est en pleine séance de muscu. Lee accepte sans rien dire, cela ne l'étonne plus. Dimitri, lui, a fini sa séance et rentre chez lui. Il a assez transpiré pour avoir chaud même en sortant de la salle. Sur le chemin, il croise une personne. La personne a un regard noir et ne semble pas commode. Dimitri l'interpelle et lui dit d'attendre. Il s'agit en fait de l'ancien chef de l'équipe 5 avant Dimitri. Celui-ci est passé en 3e année. Dimitri le tient par l'épaule et lui dit que l'équipe 5 continue à avoir du succès avec lui comme chef. Mais l'ancien chef ne veut rien savoir. Il le menace de le tuer si Dimitri ne part pas. Dimitri est impressionné mais il commence vite à sourire car en effet il va avoir un nouveau combat contre une personne puissante. On retrouve ensuite Lee exténué, il est en plein combat. Son adversaire se dirige vers lui. Lee est impressionné car il a du mal à le battre. En effet, son adversaire est beaucoup plus fort. Il s'agit de l'élève avec le masque de squelette. Lee est le seul contre lui. Soudain, son adversaire disparaît et frappe Lee sans qu'il ait le temps de s'en rendre compte. Le masque est en effet trop puissant. Lee souffre sans pouvoir faire quoi que ce soit. Il tombe sur ses genoux et a du mal à rester conscient. 6 jours plus tôt, Lee est dans le bureau de Grossman. Il apprend une terrible nouvelle. Grossman n'a pas beaucoup de détails par rapport à l'histoire, mais il vient d'apprendre que Dimitri a été blessé. En effet, il a été vaincu par l'ancien chef de l'équipe 5. Il ne participera pas donc au match, mais la compétition continue. Lee pense donc à une victoire facile, car son équipe n'aura pas de chef. Mais Grossman n'a pas fini. Il a appelé Lee pour une autre raison. Ainsi, il donne un dossier à Lee. Dans celui-là, il y a les différentes personnes qui veulent rejoindre son équipe. En effet, contrairement à Kato, Lee sait bien utiliser les talents de son équipe, donc il a réussi à convaincre plus qu'une personne. Ainsi, 4 nouveaux élèves veulent rejoindre l'équipe 13. Grossman voulait que Lee prenne son temps pour y réfléchir, mais Lee accepte tout de suite. Et ainsi, l'équipe 13 s'agrandit. Parmi ses nouveaux membres, il y a Domingo,
Kassim, Andy et Kijo. Maintenant, ils vont s'entraîner ensemble pour que Lee vérifie leurs capacités et choisisse leur rôle dans l'équipe. Soudain, l'un des membres l'appelle. Il a prononcé le nom de Lee en coréen. En effet, il s'agit de Kijo qui veut bien s'entendre avec Lee puisqu'ils sont tous deux coréens. Mais Lee ne fait pas de différenciation entre les membres par rapport à leurs origines. Seules les capacités comptent. Après avoir fait son rapport, Lee part et le coréen est déçu. Il s'énerve et part bouder. Le match commence ensuite entre l'équipe 13 et la 5. Il s'agit d'une capture de drapeau. Le dôme se referme. Les deux équipes vont se battre dans le noir. Lee rassure donc ses membres. Ils doivent d'abord attendre que leurs yeux s'habituent à l'obscurité. Lee divise ensuite son équipe. Il y a le groupe de Canute qui prendra la tête et le groupe de José qui couvrira celui de Canute. Kijo, Kuro et Lee attaqueront par le côté. L'équipe 5 sans Dimitri sera facile à vaincre, mais Lee dit à son équipe de quand même rester concentrée pour la victoire. Maintenant que les rôles sont donnés, l'équipe 13 peut attaquer. L'équipe de Canute commence à battre certaines personnes et plus tard, toute l'équipe 5 est vaincue. Mais il reste une dernière personne. Celle-ci garde le drapeau. Les membres de l'équipe 5 ont été battus sans que cette personne ne vienne les aider. Maintenant qu'ils ont été vaincus, le combat va être de 1 contre 8. En un éclair, 3 membres de l'équipe de Lee se font battre. Un quatrième suit. Lee n'a pas eu le temps de comprendre la situation que 4 de ses membres sont déjà à terre. Lee allait être vaincu pour son tour, mais Kuro le pousse. Il prend donc l'attaque à la place de Lee. Vu la vitesse de l'ennemi, Lee suppose qu'il se téléporte pour être rapide à ce point. Mais Lee ne se laisse pas faire. Il attaque donc à son tour. Mais le masque évite son attaque avant que Lee ne bouge. Kijo se rend compte qu'ils peuvent même pas le toucher. Il attaque à son tour, il donne toutes ses forces, mais le masque évite dans les airs et attaque d'en haut, piétinant le visage de Kijo. Ainsi, Kijo a été vaincu. Les spectateurs sont choqués. Certains semblent avoir reconnu le masque. Il s'appellerait Silence. Tout le monde est étonné car ils ont déjà entendu parler de lui au moins une fois. Simon est étonné car il le connaît. Il s'agit d'un élève de 3e année, incapable de parler suite aux dommages subis au centre nerveux du langage pendant un entraînement. Après cet accident, sa capacité de combat a énormément évolué. Lee est dans une mauvaise situation. Silence a une année de plus que lui, mais Lee ne se laisse pas faire. Il n'abandonne pas pour si peu. Peu importe qui est son adversaire, il ne compte pas abandonner. Silence est étonné de la force mentale de Lee. Il active ses pouvoirs psychiques, il compte se donner à fond. Il concentre toute sa force dans un point précis. Silence comprend alors qu'il faut le prendre au sérieux. Il compte se donner à fond lui aussi. Il va donc tout donner dans cette attaque contre Lee. Simon est impressionné car Silence, comparé aux élèves de 2e année, est plus fort. Lee n'a donc aucune chance de gagner. Silence prépare son attaque en concentrant son énergie psychique sur ses épées. Lee sait qu'il perdra s'il se prend cette attaque, mais il ne peut pas laisser Silence gagner sans rien faire. Il repense donc à l'attaque qu'il a fait. Il a parcouru en une fois 15 mètres. Si sa capacité lui a demandé beaucoup d'énergie, il pourra alors l'utiliser que 2 fois. Lee se concentre alors sur la capture du drapeau car le but n'est pas de vaincre l'ennemi. Lee se concentre pour savoir quand il faut arrêter Silence pour pouvoir capturer le drapeau. Il doit attendre que Silence utilise sa capacité. En effet, quand il l'utilise, l'environnement devient flou. Lee compte alors le nombre de fois où Silence utilise sa capacité. Ainsi, il arrive à esquiver l'attaque de Silence. Celui-ci ne comprend pas comment Lee a fait. Lee ne perd pas de temps et attaque Silence. Il arrive à esquiver au dernier moment. Lee déchire juste sa capuche. Ainsi, ayant raté son attaque, Lee est vulnérable. Silence l'immobilise donc avec un coup de pied. Immobilisé à terre, Lee ne peut pas esquiver l'attaque de Silence. Mais Lee n'a pas peur. En effet, son plan a marché. En attaquant Silence, il a propulsé son épée dans les airs pour frapper par derrière. Ainsi, il attaque Silence derrière la tête et fait diversion. Il casse le masque de Silence qui dévoile son œil. Silence arrive à se reprendre 3 secondes plus tard, mais le temps qu'il reprenne ses esprits, Lee a pu capturer le drapeau de l'équipe 5. Ainsi, l'équipe 13 a gagné le match de capture du drapeau. Tous les autres élèves sont impressionnés de la prestance de Lee. L'un d'entre eux est mécontent. En effet, il s'agit de Simon qui sait
qu'il n'aurait pas pu gagner à la place de Lee. Plus tard, on retrouve Kuro qui attire quelque chose avec de la nourriture. Il s'agit d'un chat qui vient vers lui. Kuro lui donne à manger. Ce chat lui rappelle celui qu'il avait à l'orphelinat. À ce moment, il n'avait pas d'amis et il était faible. Mais aujourd'hui, il a des amis et il a évolué depuis. Une personne arrive derrière lui. C'est Kijo qui pense du mal de Kuro car il parle à un chat, mais il le salue en souriant. Il veut discuter avec Kuro. En effet, leur équipe n'a pas encore de sous-chef. Kijo veut donc prendre ce rôle et veut le soutien de Kuro. Le chat caresse la jambe de Kijo. Celui-ci s'énerve. Il n'aime pas les animaux. Il lui donne donc un coup de pied pour l'éloigner. Kuro s'inquiète pour le chat. Kijo reprend donc ce qu'il disait, mais Kuro lui coupe la parole. Il n'a pas aimé son comportement. Il s'énerve et utilise ses pouvoirs psychiques. Kijo est choqué de la puissance de Kuro, mais il n'a encore rien vu. La poubelle qui se trouve derrière lui se fait réduire en un rien de temps. Kijo était confiant avec Kuro car il est classé en dessous de lui, mais là il se rend compte de sa vraie puissance. Kuro lui dit de ne plus refaire ce qu'il a fait. Kijo s'excuse tout de suite et Kuro part rattraper le chat. Kijo lui est passé à 2 doigts de la mort. Le chat part loin. Il passe devant une fenêtre. On aperçoit Lee et Dimitri en train de parler. Dimitri veut savoir pourquoi Lee est venu le voir puisqu'il sait qu'il n'est pas là pour se moquer de lui. Et en effet, ce n'est pas le genre de Lee. Il est venu clarifier quelque chose sur lequel il a des doutes. Il veut d'abord confirmer que c'est bien un élève de 3e année qui a blessé Dimitri. Et c'est le cas. Il s'agit de l'ancien chef de l'équipe 5, mais il était différent. Il avait un niveau tellement haut que Dimitri n'a même pas pu le toucher. C'est la première fois que Lee le voit dans cet état. Dimitri rajoute qu'il avait l'air d'avoir perdu la tête, comme un fou. Donc, il n'était pas comme avant, ce sont les activités de 3e année qui l'ont rendu comme ça. Mais les entraînements sont jusqu'en 2e année, ce qui veut dire qu'en 3e année, il y a de la mise en pratique. Que se passe-t-il donc là-bas? Au loin, on voit un homme de dos qui porte une combinaison qui ressemble à une armure. Devant lui, une porte commence à s'ouvrir jusqu'à s'ouvrir complètement. Devant la porte, il y a le chat de Kuro qui passe. Kuro est juste devant et court vers le chat. Il prend le chat dans ses mains et compte rentrer. Mais d'un coup, Kuro prend peur. Il se trouve juste devant l'homme mystérieux qui lui demande qui il est. En entendant la voix de la personne, Kuro semble la connaître. L'homme enlève son masque et il s'agit du sergent Red. Il demande à Kuro comment il est arrivé ici. Kuro lui demande s'il n'est pas en colère contre lui. En effet, Kuro est là où il ne devait pas être. Mais l'armure psychique de 2e génération qu'il a vue sera bientôt révélée au public, donc ce n'est pas grave. Mais John s'étonne plus de voir Kuro hors de l'arc. En effet, tant que les élèves seront capables de se battre, ils ne pourront pas quitter Arc. Mais soudain, John dit que ce serait fou de s'énerver pour un rien, alors que c'était son comportement de base. Cela choque Kuro. En effet, John a l'air de rien savoir sur lui-même. Un scientifique arrive juste après. Il demande à John comment était le test. John dit que c'était bon, surtout la réactivité de l'énergie psychique, mais les matériaux de dragon devraient être réduits. La puissance est importante, mais trop sensible. Donc l'armure est difficile à contrôler. Ce qui est bien, c'est que contrairement à l'ancienne génération, la génération de maintenant a plus de gens capables d'utiliser de l'énergie psychique comme il respire. Le scientifique se présente ensuite à Kuro. Il s'appelle Charlie Smith, chef de l'équipe 1. Charlie est celui qui a inventé l'armure psychique. Celle-ci a été fabriquée à la hâte pendant la guerre, mais la nouvelle sera bien meilleure. Ce sera pour la génération de Kuro. Celui-ci est impressionné. En effet, c'est dans cette armure qu'il combattra le dragon et ses sbires. Kuro en est paralysé de peur juste en y pensant. Une voiture vient le chercher pour le ramener au centre. John demande à Charlie ce qu'il va faire avec l'armure qu'il a testée. Il compte la démolir et recycler les matériaux. Ils sont toujours précieux et rares. John propose de la laisser comme telle pour l'instant car peut-être que quelqu'un pourra l'utiliser. On retrouve Lee qui commence sa journée. Celle-ci commence à 4 heures. Il élabore des stratégies pour la compétition et organise les détails des membres de son équipe. Sa capacité est encore faible. La puissance ne suffit pas. Il ne peut pas utiliser la télékinésie extrême que l'instructeur Chen lui a montré. Mais Lee a découvert une capacité que seul lui a. Il s'agit du contrôle ultra précis de l'énergie psychique. Kuro et Simon peuvent réduire les crayons en poudre avec la télékinésie, mais ne peuvent pas écrire avec. Pour le contrôle psychique, Lee peut être en avance sur les autres, mais il a besoin de plus de pratique pour être plus précis. L'heure de sortir est arrivée. Lee part courir avec son équipe. Avec eux, il y a une autre équipe plus grande. Il s'agit de l'équipe 5 avec Dimitri. Il salue Lee et Lee lui parle d'une fissure dimensionnelle et lui demande
demande comment c'est. Mais Dimitri dit que c'était juste brillant, rien de plus. La fissure dimensionnelle est une sorte de trace laissée après la fermeture du portail ouvert lors de l'invasion de l'armée de dragons. Sous la direction de Grossman, les élèves de deuxième année sont allés la voir. Il s'agit d'un endroit où la Terre et l'autre monde étaient directement connectés. Ça a influencé l'apparition des Psykers. Voir cette fissure sera une bonne expérience, elle est sans danger. Ça fait plus de 10 ans qu'elle a été créée, mais il n'y a aucun signe particulier. Apparemment, si un Psyker s'en approche, il peut ressentir une sensation étrange. Dimitri part ensuite devant et encourage son équipe. Une fois le sport du matin fini, Lee donne rendez-vous à son équipe à 10 h à l'héliport. Ils partent donc, une personne interpelle Lee et le propose de prendre le petit déjeuner avec lui. Lee le reconnaît, c'est John, le chef stratège de l'équipe 10. Après avoir vaincu Silence, Grossman n'a plus essayé de imposer la défaite à l'équipe 13. Mais ils ont quand même été vaincus. L'une des équipes qui les ont vaincus est l'équipe 10. Lee a toujours voulu discuter avec John après ça, car il a été impressionné par ses tactiques. Ils embarquent ensuite dans les hélicoptères. Dans l'un d'eux, il y a l'équipe 13 qui se fait briefer. Ils vont à Sinuiju. C'est l'un des 6 endroits où les portails dimensionnels ont été ouverts lors de la première invasion. Dans cette ville, les dragons se sont séparés pour aller vers la Chine et la Corée. La Corée du Nord a lancé des bombes nucléaires, mais ça a transformé la Corée du Nord en une terre de mort. Le gouvernement nord-coréen a été détruit et les gens sont descendus dans le sud. La Corée du Sud devrait donc accepter les réfugiés et bloquer les invasions en même temps. Aujourd'hui, les effets de la tourmente sociale et économique est toujours présente en Corée du Sud. Kassim demande à Lee et celui-ci confirme que c'est bien le pays natal de Kijo et lui-même. Les hélicoptères s'approchent de leur destination et ils arrivent à Sinuiju. Ils approchent vers la fissure et ouvrent la porte arrière de l'hélico. Ils reçoivent tout de suite un vent venant de la fissure et sentent la puissance qui en sort. Rien que se mettre devant est imposant. Lee a l'impression qu'ils vont être engloutis d'un seul coup par un dragon. La peur les envahit. Une fois fait, ils partent pour rentrer à Ark. En rentrant, les Psykers ressentent de la fatigue et un sentiment de gêne. Lee ne semble pas dérangé par ce qu'il vient de vivre. À travers le hublot, il voit l'hélicoptère de l'équipe 10. Dans celui-ci, il y a John côté hublot. Il remarque Lee et le salue. Lee lui sourit en retour et soudain, une lumière sort partout à travers l'hélico. Lee est choqué, il s'inquiète. L'hélicoptère numéro 4 explose sous les yeux de Lee. Celui-ci en est choqué, il n'arrive pas à comprendre pourquoi. L'équipe 10 a été anéantie, il venait juste de les rencontrer. Une personne l'appelle et fait reprendre à Lee ses esprits. Il s'agit de l'instructeur de l'hélico. Il dit à Lee de faire sauter les autres en parachute. L'avion dans lequel ils sont va s'écraser. Lee prépare son équipe pour sauter. Ils sautent tous un par un de l'avion. Après avoir demandé de l'aide au bureau central, l'instructeur dit à Lee de sauter et compte le suivre. Une fois en bas, Lee doit rassembler les membres de son équipe et attendre que les secours viennent. Si l'instructeur ne les rejoint pas, Lee doit prendre le commandement. Il accepte d'endosser ce rôle. L'hélicoptère commence à briller de partout. Lee est toujours à côté de celui-ci. L'hélico explose à côté de lui. Lee tombe ensuite, son parachute se coince dans un arbre. L'instructeur n'a pas pu descendre et il est mort dans l'explosion. Lee est perdu, il ne sait pas quoi faire. Il prend un bol d'air et reprend son calme. Il décide de chercher ceux qui ne peuvent pas bouger à cause d'une blessure ou d'une crise de panique. Il décide d'aller vers la fumée en espérant voir un signal de Kuro. Il prend le couteau qu'il a sur lui et se détache de son parachute. Une fois à terre, il observe autour de lui. D'un coup, il entend un bruit. Une personne vient des bois. Lee se prépare à attaquer, mais il s'agit de Kijo. Celui-ci n'a pas quitté l'hélico des yeux et une fois à terre, il s'est dirigé vers lui pour rejoindre Lee. Lee est impressionné de l'intelligence de Kijo dans un tel moment. Ils vont faire équipe pour trouver les autres. Sur leur chemin, ils cassent des branches et mettent des traces de couteau pour laisser des traces de leur chemin. Ils trouvent un des hélicos et il est pris dans les flammes. Il s'agit de l'hélico numéro 2 qui contient l'équipe 8. Mais dedans, il n'y a que des cadavres. Kijo est choqué de voir ça. Rien que l'idée d'être passé à peu de finir comme ça lui donne envie de vomir. Il part vomir plus loin à côté d'un arbre. Il est choqué de voir que Lee n'ait aucune réaction. Ce n'est pas la première fois qu'il voit un cadavre, même dans l'arc. Mieux vaut se dépêcher de chercher les autres. Mais soudain, Lee reste immobile. Devant lui, il y a quelque chose qui le choque. Une bête apparaît devant eux. Il s'agit d'un loup-garou. Lee dit à Kijo d'aller chercher quelque chose d'utile dans l'avion, mais Kijo propose plutôt de s'enfuir. Mais ils vont se faire tuer dès qu'ils lui tourneront le dos. Il faut le tuer ici. Le loup-garou attaque. Il
attrape la main de Lee. Celui-ci dit à Kijo de se dépêcher. Kijo court vers l'hélicoptère et laisse Lee. Celui-ci est toujours attaché par le loup-garou. Kijo a peur, il exécute l'ordre, mais a aussi une grosse envie de s'enfuir. Lee passe son couteau sur les tentacules du loup-garou et les coupe pour se libérer. Maintenant libéré, il peut se battre convenablement. Le loup-garou s'énerve. Lee compte passer en dessous de lui, mais il saute vers Lee. Il s'arrête sur le coup. Le loup attaque ensuite Lee. Il esquive son coup. Kijo de son côté est arrivé à l'avion. Il a peur d'y entrer. Il a tellement peur qu'il pense à s'enfuir et à abandonner Lee. Il se met plusieurs gifles sur le visage pour reprendre ses esprits. Il court ensuite dans l'avion utilisant sa peur et son adrénaline. Lee de son côté prend plusieurs attaques par le loup. Kijo ne trouve pas d'arme. Il n'y a qu'une lance. Il la prend quand même. Pendant ce temps, Lee se fait bloquer par les tentacules du loup. Il pense donc qu'il va mourir. Il est complètement vulnérable. Une porte en acier arrive et frappe le loup de derrière. Kijo est arrivé avec une arme. Il a attaché un couteau sur la lance. Il attire le loup. Celui-ci vient vers lui et laisse Lee. Kijo envoie un autre obus, mais le loup le dévie. Kijo lance sa lance. Celle-ci passe à côté du loup et atterrit à côté de Lee. Le loup s'approche de Kijo. Il tombe par terre. Le monstre se met au-dessus de lui. Il s'approche beaucoup de Kijo et compte le tuer. Mais soudain, quelque chose passe à travers sa bouche. Il s'agit du couteau de Lee soutenu par la lance. Le loup tombe à côté de Kijo. Celui-ci a le visage rempli de sang. Lee vient de tuer son premier monstre alors qu'il n'est qu'en deuxième année. Une fois mort, il tombe à moitié sur Kijo. Lee l'aide à se lever et le félicite. Ils partent ensuite et attendent que les secours arrivent. De leur côté, Kuro et les autres ont allumé un feu et attendent que Lee vienne les rejoindre. Une fois qu'il les aura rejoints, tout se passera bien car il saura prendre les bonnes décisions. Les autres élèves avec eux sont impressionnés de voir à quel point ils ont confiance en Lee. Kuro croit ensuite voir Lee arriver, mais il s'agit de l'équipe 9. Kanut leur demande s'ils se sont dispersés lors du saut en parachute car ils ne sont que 6. Mais ils ont subi une attaque, l'instructeur et le chef d'équipe ont été tués. Ils sont les seuls à avoir réussi à s'échapper. Quelqu'un leur demande s'ils ont été attaqués par un loup-garou. Il s'agit de Lee et Kijo. Mais l'équipe 9 ont vu 3 élus chasseurs avec les loups-garous comme chiens de chasse. Ils commencent à paniquer car ils ne savent pas quoi faire. Lee les calme tous et demande de l'écouter. Il a un plan et il va avoir besoin de tout le monde. En effet, même si l'équipe de secours arrive, elle prendra au moins 5 heures avec la distance. Donc ils vont construire une forteresse. 2 heures plus tard, la forteresse est construite et tous les préparatifs sont terminés. Cela aurait été impossible pour des gens normaux sans équipement, mais puisqu'ils sont des psychers, ça a marché. Maintenant, ils doivent attendre. Kanut s'inquiète pour quelque chose. En effet, comment ils vont faire si l'équipe de secours se fait attaquer comme eux? Mais Lee lui dit de se concentrer sur l'opération. Ils pourront y réfléchir après avoir survécu. Kanut se rend compte de la réalité des choses. Les entraînements qu'ils font sont des jeux d'enfants à côté. Soudain, ils entendent des hurlements de loups s'approcher. Tout le monde est à l'affût et se prépare à se battre. Kuro active ses pouvoirs instantanément et recouvre tout autour d'eux. Les autres sont choqués de le voir comme ça. Cela est nouveau pour eux. Ils détectent un loup-garou s'approcher du côté de Lee et Kanut. Lee dit au lanceur de se préparer et il part devant avec Kanut. Ceux derrière doivent lancer comme s'ils jetaient une lance avec de l'énergie psychique. Sous les directions de Lee, ils lancent tous en même temps. Le loup-garou se fait poignarder de tous côtés. C'est maintenant à Lee et Kanut d'agir. Ils poignardent le loup au cœur pour l'achever. Mais Kanut reçoit un coup au ventre. Il se fait éjecter contre une barrière. Il n'est pas mort, il est blessé, mais il peut encore tenir. Mais le loup n'est toujours pas mort. Il se prépare à réattaquer. Mais une autre surprise lui est réservée. Un trou se trouvait juste en dessous de lui. Il tombe dedans et se fait empaler. Ainsi, il meurt pour de bon. Lee demande à Kuro de leur dire où est le suivant. Il en détecte 2 qui arrivent. José met le feu aux barricades devant eux. Ça les repousse un peu. Maintenant, ils doivent attendre qu'il passe au-dessus et attaquer. Un des loups saute. Il se fait poignarder en l'air. Il tombe dans le feu, brûle et meurt. Ils attendent maintenant que l'autre s'approche assez et l'attaque à son tour. Mais le loup se protège avec son dos. Lee décide donc de passer aux choses sérieuses. Il prend une lance et dit à Kijo de le suivre. Il s'élance sur le loup armé de sa lance. Il se concentre et vise le pied. Ainsi, il plante sa lance dans le pied du loup, ce qui le fait hurler car il a mal. Kijo plante ensuite sa lance dans sa bouche pour le tuer. Du sang éclabousse de partout. Kuro prévient ensuite Kijo d'un potentiel danger. Lee l'attrape par le bras et le tire vers lui. Le loup a lancé sa dernière attaque avant de mourir. Kijo n'a pas été blessé, mais soudain il reçoit une flèche. Kijo tombe au sol. Kuro savait aussi pour la flèche, mais Kijo ne pouvait pas éviter
éviter l'attaque du loup et la flèche. Kuro l'a donc laissé se prendre la flèche, jugeant que c'est moins grave. S'il s'agit d'une flèche, cela signifie que les chasseurs sont là. Lee déploie donc l'équipe de raid. Il s'agit de la carte secrète de Lee. Il y a 3 élèves dessus. Lee les a chargés d'utiliser des planches comme des herbites pour se diriger vers les chasseurs. Kuro les aide à se diriger et avant que les Zelu ne s'en aperçoivent, il les tue. Ainsi était le plan de Lee pour tuer les chasseurs. Kuro commence à saigner, il n'en peut plus. Il a utilisé trop d'énergie psychique. Lee a utilisé toutes ses cartes. S'il n'y a plus d'attaque, ils devront quitter les lieux. Mais soudain, ils entendent d'autres hurlements de loup-garou. Ce n'est pas encore fini. En effet, plusieurs chasseurs et loup-garou sortent des bois pour attaquer les Psykers. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.